Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Dutrisac. Qu'est-ce que t'as? T'aimes pas ma coupe de cheveux? Non, mais... Quoi? Elle est genrée? Ouais. T'aimes pas ça, genré? Bon, ben, écoute donc, je suis désolé de te décevoir. Sur quel genre aujourd'hui? Ben oui, Sybelle, il arrive en studio, puis il me niaise sur les 8 poils qui me restent sur le coco. C'est pas fin, ça. Non, c'est vrai. Christian, bonjour. 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 Il y a... non, mais on parlait du nucléaire, là. Oui, oui. Il y a eu tous les monstres. Hier, je regardais Godzilla. Oui. En fin de soirée pour me relaxer. Moi, j'aime ça. Puis je me disais, Godzilla, à l'origine, là, c'était pour aussi les craintes la crainte japonais. du nucléaire, ouais, la crainte du nucléaire. Ça a été présent dans la littérature de science-fiction. Tout à fait. Et même dans le cas des ovnis, il y avait toujours un peu cette peur-là du nucléaire. D'ailleurs, on a parlé des histoires d'extraterrestres avec des beaux cheveux blonds puis tout ça. C'est le mouvement des contactés. Mais le mouvement des contactés, quand il apparaît au début des années 50, c'est le même discours qu'on retrouve dans le film The Day the Earth Stood Still, le jour la Terre s'arrêta. C'est-à-dire que ces extraterrestres viennent nous dire protégez la planète, ne faites pas sauter des bombes. Donc, on voit le discours est repris par des extraterrestres qui agissent un peu comme des grands frères qui veulent nous donner des conseils sur l'avenir. Qu'on devrait suivre. Tout à fait. On n'a pas très bien suivi. Tu sais, un peu d'humilité, les amis. Oui. Là. Tu veux nous parler de l'exorcisme d'Anneliese Michel? Oui, d'Anneliese Michel. D'Anneliese Michel. Et ça, c'est une histoire, on discutait des histoires pour lesquelles je n'arrive pas à trouver d'explication tout à fait rationnelle. Ouais. Et cette histoire-là, elle est à la limite du connu et de l'inconnu. Tu vas comprendre pourquoi. Et c'est une des raisons pourquoi j'aime tant mon métier, quand on tombe sur une histoire comme celle-là. Donc, pour résumer un peu l'affaire, on est dans une famille, on est en Bavière, ça se passe à Klingenburg-Onheim, c'est une petite ville. Et la famille Michel, dans nos standards, on pourrait les qualifier de bigots. Ce sont des gens très religieux. Ils appartiennent à la classe moyenne. Ils exploitent une scierie à la sortie de la ville. Et, ils ont eu 5 enfants, 5 filles. La première, l'aînée, est décédée à l'âge de 8 ans. Donc, il reste 4 filles. Et Madame Michel... C'est bien important de comprendre dans quel environnement ces gens-là vont évoluer. Madame Michel voit le mal partout. C'est une grenouille des bénitiers, là. Elle voit le mal partout à un point tel que même ces filles, en grandissant, ne peuvent pas... Elles déterminent ce qu'elles doivent porter à l'école et elles n'autorisent pas ces filles à aller visiter des amis filles si ces mêmes amis ont des frères à la maison. Donc, tu vois, il y a une espèce de vision très refermée sur ces filles. Le diable, il est partout. Le mal du mal. Voilà, le mal à craindre. Et dans les années 60, Anneliese, qui a une santé plutôt fragile, attrape à peu près tout. La grippe, la rougeole, la rubéole, tout. On est à la fin des années 60. Elle va à l'école. Elle a 2 moments où elle a l'impression d'avoir un passage à vide, comme si elle perdait conscience. Donc, elle en parle à sa mère. On va consulter des médecins. On conclut, sans aucune preuve. Les médecins, tu vas voir ici, les médecins sont très laxistes. Donc, on reçoit Anneliese, on parle avec elle, on passe un encéphalogramme, on ne trouve absolument rien. Les médecins concluent sur la foi de son témoignage qu'elle doit souffrir d'une forme d'épilepsie qui est très bénigne. Alors, en ce moment-là, on lui donne des anticonvulsifs, puis voilà, merci. Mais les choses ne s'améliorent pas. Donc, les mois, les années passent. Anneliese continue de développer ses troubles de comportement. Et comme on est dans un environnement très religieux, bien évidemment, ça devient peu à peu le diable qui se manifeste. Et là, donc, on retrouve Anneliese, jeune adulte. Elle est à l'Université de Wittenberg et elle a commencé à côtoyer un jeune homme. Donc, c'est probablement l'élément déclencheur. On peut comprendre qu'on a une jeune femme, 22 ans, elle commence à fréquenter un garçon. On peut imaginer qu'elle a des désirs, et ces désirs-là, ce sont des désirs réprimés parce que, bien sûr, elle doit voir le diable là-dedans. Les années 70, là? Là, on est au début des années 70. Et là, à ce moment-là, elle commence à développer des comportements plus extrêmes, et elle va prétendre être possédée par plusieurs démons. Parmi ces démons, il y a Satan, bien sûr, évidemment, Lucifer, il y a Hitler qui est au nombre Hitler, qui est au nombre des démons. Donc, Judas aussi, ça c'est un bon. Et éventuellement, ces troubles continuent, ces espèces de passages à vide. Elle va consulter des médecins
Et là, comme on est toujours il doit s'agir de l'épilepsie, on lui donne souvent des prescriptions qui sont contradictoires aux autres prescriptions qu'elle prend. Ça n'arrive pas, ça. Ça n'arrive jamais. Et éventuellement, comme les hommes en blanc n'arrivent pas à résoudre les problèmes, la famille se tourne vers les hommes en noir, donc les hommes d'Église, et eux vont rapidement conclure qu'Annelise Michel est possédée du démon. Mais qu'est-ce qu'elle avait comme comportement? Ben là, évidemment, les comportements. À partir du moment, elle prétend qu'elle voit des démons. Hein? Elle refuse de s'alimenter. Ça, on et en là, voit tous on en un voit peu. On y va en rentrant dans le studio. Tu sais, tu te présentes, tu sers la main, tu n'en parles plus. Et parfois, elle rentre dans des crises. Elle parle d'une voix gutturale de cette manière-là. Et puis, bon, elle refuse de s'alimenter. Elle ne boit plus. Pour boire, elle urine dans ses sous-vêtements qu'elle essore dans sa bouche. Ew. Pour manger, elle mange des insectes qui sont dans la maison. Ah, ça va elle pas, dit, là. Non, elle a vraiment des comportements qui sont extrêmes. Et elle prétend que C'est pas parce qu'elle elle trouve le voisin cute. Non. Et là, elle prétend OK. que c'est le démon qui l'empêche de faire ça. je Éventuellement, comprends. les prêtres exorcistes, l'évêque va autoriser un exorcisme. Il y a 2 prêtres qui vont être chargés de faire l'exorcisme. Et donc, pendant pratiquement 6 mois, au rythme de 2 rituels par semaine, Annelise Michel va être dans une pièce, une chambre de la maison qui a été spécialement aménagée. Elle va avoir ce rituel d'exorcisme. Je t'ai préparé parce que, bon, il va y avoir un procès. 43 cassettes d'1 heure ont été enregistrées par les prêtres en question. J'ai pu obtenir les cassettes. Je t'ai fait un petit montage d'à peu près 1 minute avec des images. Et tu vas voir l'état dans lequel Annelise va se transformer. Elle passe d'une jeune fille, une jolie brunette de 22 ans, et à la fin, on a l'impression que c'est une survivante des camps de concentration de l'Holocauste. Et ensuite, on va entendre les rituels. Donc, je demande aux gens, portez attention, la voix gutturale que vous entendez, c'est celle d'Annelise. Les voix que vous entendez en arrière-plan, ce sont les prêtres qui récitent le rituel de l'exorcisme. Okay. Et donc, ça dure à peu près 1 minute. On écoute ça, puis je te reviens avec ça. C'est troublant. Les images qu'on voit, les gens qui suivent à la radio, là, On dirait un cadavre. Oui, c'est vraiment une fille en santé, une jeune Tout femme à en fait. santé. 1er juillet 1976, les parents entrent dans la chambre d'Annelise. Elle est décédée, malnutrition, déshydratation, tout le reste. Ah oui. Les parents vont demander de signer un acte de décès. Le médecin légiste va refuser en disant non, ça, c'est pas de mort naturelle. Et éventuellement, la police va s'en charger. Il va y avoir un procès. Et cette histoire-là, elle est extraordinaire pour plusieurs raisons. D'abord, pour la première fois, les journalistes ont accès à un rituel d'exorcisme. On entend souvent les prêtres en parler, mais les journalistes ne sont jamais conviés. C'est une cérémonie qui se fait en privé. Donc là, on est dans le tribunal. Les parents sont accusés de négligence, ainsi que les prêtres exorcistes. On est dans le tribunal. On a donc accès aux enregistrements audio de ce qu'on vient d'entendre. On a la déclaration des témoins qui étaient sur place et également, on a tout un défilé de médecins qui viennent proposer des explications sur ce qui s'est vraiment produit. Donc, on a un accès au rituel de l'exorcisme. On voit comment ça s'est produit. Malheureusement, il y a eu le décès d'Annelise Michel. Mais encore aujourd'hui, et c'est là que c'est fascinant, justement à cause des minutes du procès, on n'arrive toujours pas à savoir de quoi souffrait Annelise Michel. Parce que dans les livres de médecine, on a le DSM. Pour faire une histoire courte pour les gens qui nous écoutent, c'est un grand livre comme un grand dictionnaire. Toutes les maladies psychologiques ou psychiatriques sont enregistrées. Et si on pense, par exemple, à la schizophrénie, on va à la lettre S, schizophrénie est décrite, et on a les symptômes. Si on a 5 des 10 symptômes énoncés, ton médecin va dire « t'es schizophrène, tu souffres de schizophrénie ». Dans le cas d'Annelise Michel, durant les minutes du procès, on n'a jamais pu déterminer qu'elle souffrait d'épilepsie. Et tous les éléments présentés montrent qu'elle souffrait de plusieurs maladies, mais pas assez pour être diagnostiquée avec la maladie. Donc, on pourrait dire que Annelise Michel souffrait un peu de schizophrénie, un peu de paranoïa, un peu de névrose, un peu de psychose, mais jamais assez pour être cataloguée comme souffrant d'une maladie en particulier.
Et ce type de maladie, dans le DSM, ça n'existe pas. Donc, tu ne peux pas souffrir d'un petit peu de plein de maladies. Tu n'as pas assez d'ingrédients pour que ça goûte. Là. Exactement. Ouais. D'où le fait que cette histoire-là, elle est vraiment à la limite de la science et du surnaturel. Évidemment... C'est clair, c'est un problème de santé mentale. Tout à fait. On est d'accord avec ça. On a un problème de santé mentale. Mais qu'est-ce qui a entraîné ensuite cette maladie de multimaux? On connaît le déclencheur, très certainement son désir pour son petit ami qu'elle refusait d'accepter comme étant une jeune femme. Mais ensuite, comment elle développe cette maladie-là? À un moment donné, il y a des choses étonnantes. Quand on écoute les enregistrements, on entend Annelise qui parle et derrière elle, on entend le grognement du démon. Hein, comme deux voix qui se superposent. Ça peut être trafiqué. Non, pas du tout. Benoît, je t'assure. La vitesse des voix. Non, absolument pas. Et quand on a analysé... On dirait les chipmunks par bout. Les chipmunks... Non, ça ressemble pas. Les chipmunks, ça ressemble pas. Les chipmunks de Non, mais quand on a fait entendre ça à des experts, ce qu'on a découvert, en fait, on entend bel et bien deux voix. Là, certains pourront dire c'est le démon qui parle en même temps. Non. On a deux cordes vocales qu'on utilise pour parler, mais on a également des replis du larynx que certaines personnes sont capables de faire vibrer. Des spécialistes en voix, par exemple, réussissent... Non, moi, je ne suis pas capable. Mais ils font pas ça avec le beatbox, par exemple, les spécialistes de ça qui sont capables vraiment d'utiliser... Voilà, donc ils sont capables. Donc, Annelise, de façon spontanée, réussissait à parler de cette voix gutturale qui était celle du démon, avec laquelle elle articulait des mots, et elle réussissait à faire vibrer ces fausses cordes vocales qui donnaient l'impression du grognement du démon en arrière-plan. Et encore aujourd'hui, la mort d'Annelise Michel, ça nous renvoie au 1er juillet 1976. On est en 2026 aujourd'hui, et cette histoire-là d'Annelise Michel continue d'alimenter la littérature sur de quoi souffrait exactement cette jeune femme. C'est certain qu'on est dans un cadre de maladie mentale. Mais de quoi s'agissait-il exactement? Et les médecins à qui j'ai parlé de cette histoire-là me disent, on pourrait parler au mieux. On pourrait s'avancer parce que ce n'est pas à la science de déterminer si le diable existe. Mais au mieux, on pourrait parler d'un syndrome de possession. Sans parler de possession, mais un syndrome de possession. Une personne qui se comporte exactement comme si elle était possédée par une entité autre. Mais ce qui me trouble dans ton histoire, Christian... Elle est troublante, je l'avoue. Non, mais vraiment. Puis c'est aussi les curés qui sont sur place, qui voient la déchéance de cette jeune femme-là et qui n'interviennent pas, qui ne la font pas soigner, puis qui pensent que... on ne sait pas c'est quoi, là, le rituel. Mais c'était pour l'étudier ou pourquoi? Tu as tout à fait raison, Benoît. Et d'ailleurs, ça a été un des éléments à charge durant le procès. Parce qu'à un moment donné, les prêtres disaient « Oui, mais nous, on voulait libérer Annelise. » Jamais il y a eu l'intention de faire du mal à Annelise. L'idée était qu'elle ait un mieux-être. Elle pesait 20 kilos à la fin. Mais à un moment donné, le procureur s'est levé et a dit « Mais là, écoutez, là, si vous en allez sur la rue et vous voyez quelqu'un qui boit en essorant ses sous-vêtements dans sa bouche et mange des insectes, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appeler un médecin parce que c'est clair que cette personne-là ne va pas bien. Dans le cas d'Annelise Michel, ils ne l'ont pas fait. D'où cette accusation de négligence. Comme ils avaient été détenus durant l'attente du procès, à l'issue du procès, ils ont été condamnés à des peines qui correspondaient à la détention préventive. Donc, ils sont tous ressortis. Et j'ai eu la chance, j'ai rencontré la mère d'Annelise Michel des années après. Et c'était une vieille dame qui habitait toujours la même maison et elle demeurait persuadée que ce qu'elle avait fait, c'était pour le mieux-être de sa fille. Eh boy. Pas sorti du bois, hein? Troublant. Mais quand tu as rencontré, est-ce qu'elle a appelé la police? Ou un curé? Non, et c'est amusant parce qu'on était à Klingenburg-Onheim. J'avais un ami allemand qui m'accompagnait parce que je ne parle pas l'allemand. Ouais. D'ailleurs, c'est faux de croire que l'anglais est entendu partout. Moi, je me rappelle avoir commandé en Allemagne en imitant un chicken sur une table parce que la serveuse ne savait pas du tout de quoi je parlais. Ça, je veux voir l'enregistrement. Tout ça pour dire qu'à Klingenburg-Onheim, quand on parlait de cette histoire-là, on sentait chez les gens une espèce de honte. Hein? Pour eux, là, l'affaire Annelise Michel les ramenait dans des vieux rituels du Moyen Âge. Ouais. Et de savoir que l'une des leurs avait vécu pendant 6 mois enfermée dans une chambre et avoir des rituels de ce type-là, et d'avoir fermé les yeux là-dessus. La famille Michel, d'ailleurs, craignait tellement le regard des voisins qu'ils avaient aménagé la chambre de l'exorcisme. Ils l'avaient aménagée dans une pièce complètement de l'autre côté de la maison qui donnait sur le cimetière. Donc, quand Annelise, dans sa chambre, vociférait, criait, hurlait, on ne l'entendait pas de la rue. Pas assez pour réveiller les morts. Non, exact. Ouais.
Christian Page, merci. Ça me fait plaisir. À demain. Bon dîner. Oh, demain, la meilleure histoire de Paul Torguès sur laquelle j'ai enquêté de toute ma vie. Parfait, on attend ça. J'ai même un petit audio avec toi pour toi demain. Oh, t'es fin.